Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Photoshop. Nous allons faire un flyer de A à Z. J'ai mis le lien des images dans la description de la vidéo. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que j'ai mon compte Utip qui vient d'être validé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous trouvez que mon travail en vaut la peine, participer au financement de cette chaîne tout simplement en cliquant sur un lien qui va vous amener à regarder une vidéo de 30 secondes et cette vidéo rapporte environ 5 centimes à son créateur. Donc je sais encore de la pub, mais en tout cas c'est un moyen pour vous voilà, de m'aider financièrement sans devoir payer la vidéo que vous êtes en train de regarder, et c'est pour moi aussi le moyen de voir si c'est plus intéressant pour moi de mettre des vidéos gratuitement à la portée de tous sur YouTube, ou si c'est plus intéressant bien sûr de choisir d'autres plateformes pour lesquelles le visionnage des vidéos est totalement non gratuit. Donc voilà, on va tester tout ça et on pourra en parler dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vais commencer par faire un nouveau document. Alors, je vais aller dans le menu Fichier, Nouveau. Je vais aller choisir ici Impression et on va choisir du A5. Alors, on va admettre qu'on nous demande un fond perdu de 3 mm. Donc, je vais ajouter à ma largeur plus 6, donc 2 fois 3 mm. Et à la hauteur, pareil. Donc là, si j'ai 210, ça me fera 216 mm. L'orientation, je vais la laisser en portrait. Résolution très important, laisser 300 pixels par pouce, et tout le reste laissé par défaut. Je clique sur créer. Je peux faire apparaître les règles avec le raccourci CTRL R sur PC ou commande R sur Mac. Je vais faire figurer le fond perdu avec des repères. Je vais dans le menu affichage, je vais chercher ici nouvelle disposition des repères, et vous allez cocher marge, décocher colonne et ranger, et vous mettez 3 mm partout. Ici, ça va nous montrer le fond perdu. Donc le fond perdu, je vous le rappelle, c'est une zone supplémentaire de papier dans laquelle on va faire dépasser tous les fonds, ce qui nous permettra d'éviter les erreurs de coupe. Si j'ai la lame qui coupe à l'extérieur et que j'ai pas prévu de fond perdu, je vais me retrouver avec la couleur du papier. Ça, c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Bien, on va aussi mettre une autre zone de protection, une zone qui nous permettra d'éviter justement les erreurs de coupe inverses, c'est-à-dire lorsque la lame va rentrer à l'intérieur de notre document. Donc une zone dans laquelle on ne mettra pas de choses importantes comme du texte. On va dire que on nous demande d'avoir au moins une marge de 5 mm en tout, donc il va falloir que je mette des repères en prenant compte déjà l'existence de ces repères-là. Donc il faudra que je rajoute, si je veux des marges de 5 mm, il faudra que je rajoute la largeur de nos fonds perdus ici, donc 5 plus 3, 8. Je vais aller dans le menu affichage, je vais chercher ici nouveau repère, et en horizontal, donc je vais rentrer à position 8 mm pour la première marque, pour le premier repère. Ok, donc ici. Ensuite, pour la seconde, il va falloir que je me rappelle la taille de la hauteur de mon image. On avait dit 216, donc ici mettez-vous en millimètres. Donc 216 moins 8, ça nous fait bien 208. Je vais aller chercher toujours dans le menu affichage, nouveau repère, donc en horizontal, mettre 208. Ok, donc ça fait apparaître celui-ci. Et on va faire la même chose pour les verticales. Donc la taille de l'image ici en verticale, toujours en millimètres, c'était donc 154 moins 8, ça nous fait donc 146. Je vais aller chercher donc affichage, nouveau repère, donc cette fois-ci vertical, je vais mettre 8 mm pour le premier bien sûr. Pour le second, on a dit 146. Ok. Donc voilà nos repères. Donc là, il faudra ne rien mettre d'important dans cette zone. Et bien sûr, faire dépasser les fonds dans le fond perdu. Je vais verrouiller les repères quand même dans le menu affichage. Ici, verrouiller les repères, ce qui me permettra de ne pas faire de bêtises. Bien, alors maintenant, je vais aller chercher la première image, qui est celle des footballeurs ici, et j'aimerais donc avoir cette image là présente sur le flyer évidemment, mais j'aimerais en fait avoir uniquement ces personnes là à l'avant-plan ici. Je ne veux pas le fond ni rien du tout, donc je vais devoir détourer tout ça. Alors on a plusieurs possibilités pour faire le détourage évidemment. Soit vous utilisez la plume
pour être hyper précis. Ok, donc vous prenez l'outil plume et tac tac tac, vous allez détourer tout ça avec le paramètre ici tracé. Hein. Vous mettez tracé là et vous allez gentiment faire le détourage. Donc ça c'est pour ceux qui savent utiliser parfaitement la plume, car là il y a un petit peu de boulot. L'avantage de la plume c'est que vous aurez un résultat qui sera très bon, mis à part ici au niveau des petits cheveux où il faudra utiliser une méthode plus traditionnel, c'est-à-dire à base de masque de fusion plutôt. Si vous ne savez pas utiliser la plume ou si vous voulez savoir l'utiliser, je vous conseille de regarder cette vidéo que vous allez trouver dans la playlist Photoshop Initiation. Alors si vous avez la flemme, ou si vous souhaitez aller vite, vous pouvez utiliser bien sûr l'outil de sélection rapide. Alors, l'outil de sélection rapide, comme son nom l'indique, est rapide. Il vous permet de faire des sélections assez vite. Mais le problème, c'est que le résultat n'est pas aussi bon que pour la plume, notamment aux endroits où c'est très lisse comme ça. C'est toujours moins bon que la plume. Par contre, pour les petits cheveux, là, c'est sûr que ensuite, lorsqu'on passe avec la commande sélection et masquer, on pourra améliorer le contour, ce sera beaucoup plus efficace que la plume. Donc ici, je peux vous montrer comment faire avec l'outil de sélection rapide. Donc je vais commencer par définir une taille de pinceau. Pour ma sélection, je vais, si vous souhaitez savoir comment faire ce que je fais là, j'utilise un raccourci qui est très pratique, c'est Alt clic droit sur PC, vous faites glisser votre curseur de droite à gauche, comme ça, pour augmenter la taille et réduire la taille de votre pinceau. Si vous montez et vous descendez, vous allez changer la dureté. Sur Mac, il faudra utiliser le raccourci CTRL Alt clic gauche. Donc je vais dessiner directement ma sélection dans les personnages. Donc la sélection apparaît bien sûr avec des contours pointillés et je peux réduire la taille de mon pinceau au fur et à mesure que le sujet à sélectionner change de taille. Évitez de dessiner à l'extérieur, hein, sinon vous allez attraper plus de choses. Voilà. Si vous faites une chose comme ça, une erreur, si vous avez sélectionné trop de choses, vous appuyez sur Alt, option sur Mac, hein, pour supprimer cette partie-là. Ok, faites tout le tour comme ça de votre sujet en peignant à l'intérieur. Si vous avez parfois du mal à sélectionner des parties, vous pouvez prendre l'outil lasso et ajouter en appuyant sur majuscule à la sélection. Ok, une fois que votre sélection est terminée, vous allez ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette icône ici dans le panneau calque. Bien, alors on va zoomer un petit peu pour voir le résultat. Vous voyez ce que ça fait, ça nous fait des bords qui sont comme ça un petit peu en escalier. C'est le problème de la sélection avec la commande sélection rapide. Donc il va falloir qu'on améliore un peu tout ça. On a aussi les cheveux ici qui ne sont pas super bien détourés. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans les propriétés du masque de fusion. Alors vous pouvez, si votre Photoshop est paramétré comme ça, double-cliquer sur la vignette du masque de fusion ou aller chercher dans le menu fenêtre le panneau propriétés. Vérifiez que vous êtes bien avec la vignette de votre masque sélectionné et vous allez cliquer ici sur sélectionner et masquer. Eh bien ici je vais au niveau de l'affichage, je peux choisir pelure d'oignon et choisir cette icône ici pour améliorer le contour. Et je vais peindre juste au niveau des cheveux, comme ça, juste la pointe ici, pour récupérer les petits cheveux. Alors je veux pas de vert, alors je vais faire option pour supprimer ce que j'ai trop sélectionné. Ok, et je vais me mettre ici en affichage noir et blanc, pour essayer d'améliorer le contour de la sélection. Alors pour cela, je vais ici mettre un petit contour progressif. Alors je vais essayer d'aller jusqu'à 2 pixels ici, augmenter le contraste. Voilà, je vais vérifier quand même avec l'affichage pelure d'oignon que j'ai pas trop abîmé. Vous voyez, ici ça a un petit peu arrangé quand même.
C'est un peu plus lisse. Et je peux, si vraiment j'ai encore des petits problèmes, augmenter le contour progressif un petit peu pour adoucir tout ça et booster le contraste encore. Alors, trouvez le bon compromis hein, qui vous permet d'avoir quelque chose d'assez lisse sans perdre de détails. Et ici, c'est pas franchement génial. Je vais ici baisser la transparence pour voir. Je suis pas allé trop loin. Bon, tout ça, hein, tout ce que je fais là, c'est pour vous éviter d'utiliser la plume. Mais si vraiment vous voulez faire du bon travail, je vous conseille plutôt d'utiliser la plume pour vos sélections. Donc là, bon, ça a l'air quand même pas trop mal. Je vais peut-être pas aller si loin dans le contour progressif. Revenir un petit peu avec le contraste. Ouais, c'est pas mal. Ok, une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur OK. Et j'aurai ainsi amélioré ma sélection. Bien, je vais convertir mon calque en objet dynamique avec un clic droit. Ici, je vais choisir ici convertir en objet dynamique. Je vais ensuite le faire glisser dans mon format A5. Donc je prends l'outil de déplacement ici, je fais un cliquer dans l'image, je maintiens le clic, j'amène mon curseur sur l'onglet de mon flyer, je lâche surtout pas le clic et je ramène le curseur dans l'image et je peux lâcher maintenant. Ah, je peux fermer maintenant ce document, je peux l'enregistrer si je veux, comme ça j'aurai la version détourée. Ok, et je le ferme, voilà. Donc ici, depuis le début, hein, je travaille en RVB. On va dire qu'au final, notre flyer est prévu pour une sortie en quadrichromie. Donc il faudra qu'on le convertisse au niveau du PDF en cyan magenta jaune et noir. Mais pour l'instant, je vais rester en RVB. Bien, alors avant de faire des corrections de couleurs, etc., je vais m'occuper du fond. Autre chose, avant de voir le fond, vous voyez la taille ici de mes personnages s'adapte parfaitement à mon flyer. Si j'avais eu une taille comme ceci, tout petit, et que je souhaitais l'avoir en plus gros, bah, là ça serait pas bon du tout, parce que Photoshop vous ferait un rééchantillonnage, ajouterait des pixels, et même s'il ajoute des détails, le résultat ne serait pas bon du tout. Donc faites bien attention lorsque vous faites des flyers et que vous amenez des images à l'intérieur de celui-ci, d'avoir la bonne taille hein, des images. Si vous devez agrandir exagérément un élément, le résultat ne serait pas bon. Je vais aller ouvrir le fichier où il y a le stade, qui est ici, voilà, et je vais de la même manière l'amener dans mon flyer, donc je le fais glisser sur l'onglet, je maintiens le clic, etc., exactement comme tout à l'heure, et je peux lâcher. Ok, donc moi je me retrouve avec mon stade qui est du coup arrivé au-dessus de mon calque 1, c'est tout à fait normal, donc je vais le faire glisser dans le panneau calque en dessous du calque 1, ça serait bien de les renommer aussi, je vais l'appeler stade, celui-ci, et le calque 1, je vais l'appeler joueur. Pensez à nommer vos calques, c'est très important. Ok. Donc ici, j'ai le stade à ce niveau-là, que je vais pouvoir déplacer. Je vais le poser comme ça. L'herbe, ici, je le mets bien au sol, comme ça. Et les joueurs, ensuite, je vais pouvoir les mettre correctement, changer la taille. Alors, je vais changer la taille des joueurs avec la commande de transformation manuelle, CTRL-T sur PC ou Command-T sur Mac. Et je n'oublie pas d'appuyer sur majuscule pour faire un changement d'échelle homothétique, c'est-à-dire qui respecte la hauteur sur la largeur. Donc, je vais manipuler un des coins. J'appuie sur majuscule et je peux changer comme ça la taille sans déformer. Si j'appuie sur Alt, je vais le faire à partir du centre. Donc, je vais me mettre à peu près à ce niveau-là. Je pourrais revenir en arrière et augmenter et retrouver la taille d'origine si besoin. Car ici j'ai un objet dynamique, je ne rééchantillonne pas quand je fais une transformation sur un objet dynamique lorsque je le réduis. Je vais aller ouvrir maintenant des ballons avec les petits drapeaux ici. On va dire que c'est celui du bas qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, on a un format qui est avec de la transparence. Le damier ici nous indique que ce document est transparent. Nous n'avons pas de calque d'arrière-plan. Ici, on a un calque normal. Et c'est très utile du coup, car c'est déjà détouré. Ça va m'éviter du travail. Donc je vais prendre ici le lasso. Je vais entourer uniquement le ballon du bas avec le drapeau. Et je vais faire glisser, comme tout à l'heure, avec l'outil de déplacement, cette sélection du coup avec son contenu, l'amener sur la vignette du flyer, ne pas lâcher le clic et ramener le tout dans l'image. Ok, ça je peux le fermer, je n'en ai plus besoin. Je vais convertir ce calque en objet dynamique, je vais faire un clic droit,
convertir en objet dynamique. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux lui faire une transformation, donc un changement d'échelle. Et si je me suis trompé, si j'ai besoin de revenir à la taille qu'a le ballon actuellement, là, si je n'ai pas converti mon calque en tant qu'objet dynamique, je vais perdre en qualité. Je vais penser à le renommer quand même, je vais l'appeler ballon. Donc je fais appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC ou Command-T sur Mac, j'appuie sur majuscule pour faire une transformation homothétique, et si j'appuie sur Alt, je le ferai à partir du centre. Donc ok, je voudrais que ça soit à peu près comme ça, je valide, et je vais centrer le ballon. Vous pouvez utiliser les icônes qu'il y a en haut ici, donc si vous avez la dernière version de Photoshop, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici et dire de vous aligner sur la toile. Et dans ce cas, vous aurez accès, par exemple, à cette icône ici d'alignement pour faire un alignement centré. Hop, voilà, là, c'est bon. Ok, alors si vous n'avez pas la dernière version de Photoshop, vous pouvez sélectionner à la fois le ballon et l'arrière-plan. Donc en faisant CTRL-clic ou commande-clic sur Mac sur l'arrière-plan ici pour sélectionner les deux calques. Et vous aurez accès maintenant aux options d'alignement. Voilà, puisque il saura que vous souhaitez vous aligner par rapport à l'arrière-plan. Je vais aller chercher maintenant les écussons. Et je vais directement les incorporer dans mon document. Je vais faire un fichier, importer et incorporer, afin de les incorporer et non pas de les lier. Et je vais aller chercher, donc j'ai celui-ci, l'alligator. Alors vous voyez, c'est du format SVG, c'est-à-dire que c'est un objet vectoriel que l'on va importer dans Photoshop. Je clique sur importer. Et le voici qui arrive. Donc il arrive en tant qu'objet dynamique, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on importe un document dans Photoshop, il arrive automatiquement de cette façon-là. Comme c'est un objet vectoriel et qu'il est du coup dynamique, si je double-clique dessus, ça va m'ouvrir Illustrator, ce qui me permettra de faire des corrections si j'ai besoin de le faire. Donc si je veux faire CTRL-T sur PC ou Command-T sur Mac pour changer sa taille, j'appuie sur majuscule. Et je vais le réduire afin de le mettre ici. Donc là, j'ai choisi des écussons au pif, hein, bien sûr. Hein, ça ne correspond pas du tout aux équipes présentes à l'image, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher l'autre écusson de la même manière. Fichier importer et incorporer. Et je vais aller choisir. Alors, il me semble que c'était celui-ci. OK. Et pareil, transformation manuelle. J'appuie sur majuscule. Je vérifie qu'ils aient à peu près la même taille. OK. Et celui-ci, je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà, essayez d'être à peu près aligné correctement. Bien, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que j'aimerais quand même, au niveau des couleurs, que ce soit un petit peu plus harmonisé, tout ça. Au niveau des joueurs ici, donc je vais sélectionner le calque joueur. Je vais ajouter par-dessus un réglage afin d'augmenter la luminosité. Je trouve que c'est un petit peu fade. Donc je vais ici cliquer sur cette icône-là dans mon panneau calque pour aller chercher un réglage, par exemple, de type niveau. OK. J'ai le panneau propriété qui s'ouvre et je vais manipuler le curseur du milieu ici afin d'augmenter la luminosité. Donc je le fais glisser vers la gauche. Et on s'aperçoit que lorsque je fais ça, ben je gis aussi sur tous les calques qui sont en dessous. C'est tout à fait normal car les calques de réglage agissent en cascade sur tous les calques qui se trouvent en dessous d'eux. Donc si je souhaite régler uniquement le calque qui a juste au-dessous du réglage, je vais devoir écrêter ce réglage avec le calque en dessous. C'est-à-dire me limiter uniquement à ce calque. Pour faire ça, je peux cliquer sur cette icône ici, depuis le panneau propriété du calque de réglage. Donc, si je fais ça, tac, vous voyez que ça ne va régler uniquement que le calque joueur et pas le calque stade. Donc maintenant, je vais pouvoir faire des réglages, vous voyez, uniquement sur ce calque. Puisqu'ici, on s'occupe que de la luminosité, je peux aussi mettre le mode de ce calque ici, dans le panneau calque, en luminosité. Comme ça, je ne changerai pas les couleurs. On verra pour les couleurs plus tard. Bien, alors, ce que je vais faire aussi, c'est j'aimerais flouter le fond, le stade ici. Donc, je vais convertir le calque stade en objet dynamique, ce qui me permettra d'ajouter un effet de flou dynamique. C'est-à-dire que je pourrais revenir sur les réglages si j'ai besoin. Donc, je vais faire un clic droit sur le calque et je vais choisir ici convertir en objet dynamique. Et je peux maintenant aller chercher un filtre pour flouter ce calque. Depuis le menu filtre, je vais aller chercher par exemple dans galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Ok, donc ici, dans la partie droite, ici je peux régler le flou. Je vais mettre un flou pas trop fort, autour de 27 pixels. Vous pourrez le faire ici, depuis le demi-cercle, ici en faisant glisser cette valeur-là. Ok, une fois que vous êtes satisfait du flou, vous pouvez cliquer sur OK. Bien, alors par contre, j'aimerais avoir, vous voyez, cet arrondi ici du stade, j'aimerais qu'il soit bien droit, enfin pas l'arrondi, mais vous voyez, ce point-là et ce point-là, je voudrais qu'ils soient au même niveau,
Donc je vais tirer un repère en cliquant dans ma règle. Donc pour afficher les règles, c'est CTRL R sur PC ou commande R sur Mac, voilà. Et vous cliquez avec l'outil de déplacement dans la règle horizontale en haut ici, et vous allez maintenir le clic et descendre un repère. Donc on s'aperçoit que vous voyez ce point ici à droite est plus bas que ce point là. Donc il faudrait faire tourner le calque du stade. Donc je vais ici au niveau de mon calque faire appel à la commande transformation manuelle. Donc il va me dire que c'est un calque dynamique, etc. Donc hop, il vous enlève le flou, c'est pas grave. Et je vais dézoomer un petit peu et je vais placer, vous voyez ici le point, le centre de rotation qu'on peut déplacer si vous cliquez dessus. Si vous avez la dernière version de Photoshop et que vous ne l'avez pas, cliquez ici pour l'afficher. Et je vais le placer à ce niveau-là, ici. Bien au niveau du repère que j'ai positionné ici. Je vais dézoomer un petit peu et au niveau des poignées, ici je vais pouvoir faire une rotation donc à partir de ce point et baisser un petit peu, voilà, pour que le stade ici soit au même niveau de part et d'autre. Je valide la transformation en cliquant ici. Donc je vais retrouver mon stade flou, voilà, ok. Et ce que je peux faire maintenant, c'est, alors j'aimerais changer le ciel, j'aimerais mettre autre chose. Donc c'est au niveau du stade que ça va se faire, je vais devoir ici supprimer tout le ciel. Donc là, ça serait très pratique de le faire à la plume, car on a une belle courbe ici. Donc je vais prendre l'outil plume ici, je vais me mettre ici en mode tracé. Je vais faire un point là, je maintiens le clic et je tire une tangente de ce type. Je vais me mettre ici et je vais en tirer une autre. Voilà, pour créer une courbure à peu près comme ça. Je dézoome et je vais entourer le tout grossièrement et rejoindre ce point là. Ok, donc ici j'ai un tracé avec la courbure qui correspond à cette zone et je vais au niveau de mon stade ici ajouter un masque vectoriel en appuyant sur CTRL ou commande sur Mac et cliquer sur l'icône pour ajouter un masque de fusion. Si je fais ça, ça m'ajoute directement un masque vectoriel correspondant à ce tracé. Si je fais ça, tac, voilà, j'ai fait disparaître le ciel, car ici, j'ai un masque vectoriel. C'est le tracé qui s'en occupe bien. Donc j'ai ça. Je vais aller au niveau de mon arrière-plan. Je sélectionne l'arrière-plan. Je vais choisir un calque de remplissage de type dégradé. Je voudrais ici mettre un dégradé bleu, une espèce de ciel. Donc je vais aller choisir ici dégradé. Je vais cliquer ici sur dégradé. Alors si vous ne savez pas comment créer des dégradés, je vous invite à regarder cette vidéo dans la playlist Photoshop Initiation. Dans le premier arrêt ici, je vais choisir la couleur blanche. Dans le deuxième arrêt, alors vérifiez que les arrêts du haut sont tous sur noir, car c'est eux qui gèrent l'opacité en fait. Donc le premier arrêt en bas, il est blanc et l'arrêt du haut qui s'occupe de l'opacité est noir. Le deuxième arrêt ici, je vais le mettre en bleu comme ceci, je vais trouver un bleu ciel, voilà. Et celui du haut est noir, hein, car je veux que l'opacité soit à fond, c'est-à-dire à 100%. Je valide en cliquant sur OK, et je peux le déplacer dans mon image comme ceci. OK. Si après vous voyez que c'est trop blanc, etc., vous pouvez recliquer à nouveau sur le dégradé et déplacer l'arrêt ici, le dernier arrêt, et le ramener vers la gauche. Voilà, ça va descendre le bleu. Voilà, donc, et ici vous avez la zone de partage entre les deux couleurs. Vous pourrez cliquer sur ce losange et déplacer cette zone, ce qui vous permettra voilà, d'ajuster parfaitement votre dégradé à la zone que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK 2 fois, donc là et là. Très bien. Donc si les repères vous gênent, vous pouvez appuyer sur CTRL 2 points sur PC ou commande 2 points sur Mac et ça le fera partir. Je vais m'occuper maintenant des couleurs. Je vais sélectionner le stade, le calque stade, et je vais ajouter un réglage cette fois-ci de type courbe. Tout à l'heure nous avons vu niveau, je vais vous montrer courbe. C'est un réglage qui est très puissant. Donc on a une courbe ici et on va retrouver les curseurs qu'on a brièvement vu tout à l'heure avec niveau, sauf qu'ici on n'a pas le curseur du milieu, il faudra le créer en ajoutant des points sur la courbe. Donc ce que je vais faire ici, c'est après avoir cliqué dans la courbe, j'ai ajouté un point, je vais le déplacer et je vais le mettre à peu près ici. Et si j'en fais un autre et que je le monte, vous voyez que je joue du contraste. Donc je crée une courbe en S ici et j'ai ajouté du contraste dans le fond. Donc on peut voir avant, après en cliquant sur l'œil ici. Ok, et je vais bien sûr cliquer sur cette icône là pour écrêter le réglage. Je voudrais que cela ne concerne que le calque stade. Donc je clique là, voilà, donc maintenant on voit que le calque s'est décalé. Ici on a une petite flèche qui nous indique que le réglage est écrété avec le calque en dessous. Bien, alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce réglage, on va aussi pouvoir corriger les couleurs. On pourrait aussi le faire avec niveau, mais c'est beaucoup plus puissant avec les courbes. Je vais cliquer ici sur RVB et je vais cliquer sur rouge. Ok, donc ici j'ai la couche des rouges, et si je baisse le point supérieur droit ici,
je vais réduire les rouges. Donc du coup, ça nous fait apparaître les autres couleurs. Voilà. Ok. Donc je vais faire la même chose avec le vert. Je vais le baisser à peu près à ce niveau-là. J'aimerais obtenir quelque chose. Alors je vais baisser le bleu aussi. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Assez sombre. Tout ça pour pouvoir faire sortir les joueurs. Hein. C'est vraiment les joueurs de notre sujet principal. Donc il faut qu'ils ne soient pas trop mélangés avec le fond. Ok, donc vous pouvez vous amuser avec les points ici, trouver la couleur qui vous convient. Ok, moi je vais dire que là c'est pas mal. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais y revenir à tout moment. C'est pas du tout figé. Bien, alors je vais peut-être au niveau encore des couleurs plutôt baisser encore. Je voudrais quelque chose d'assez sombre. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc je baisse un peu tout. Ici, le vert est un peu haut. Voilà, à peu près comme ça. Bien, ça commence à être un peu le foutoir ici dans mon panneau calque. Alors je vais commencer à grouper tout ça. Alors j'ai ici le stade avec le réglage courbe qu'on a fait. Je vais les sélectionner tous les deux. Donc j'ai plusieurs contrôles sur PC ou commande sur Mac pour sélectionner ces deux calques. Je vais les grouper avec CTRL G sur PC ou commande G sur Mac. Et je vais bien sûr leur donner les noms qui vont bien. Donc ici, stade. Je vais faire pareil avec les joueurs. Je sélectionne les joueurs. J'appuie sur CTRL et je sélectionne aussi le calque niveau. Je vais grouper le tout et je vais renommer ce calque. Donc ce sera joueur. Et je vais donc ajouter au-dessus de ce groupe un calque de forme. Ici, je vais ajouter une forme rectangulaire, donc avec l'outil rectangle ici. Vérifiez que vous avez le paramètre forme à ce niveau-là. Et choisissez une couleur de fond. Donc vous cliquez sur ce rectangle ici noir pour indiquer que vous voulez une couleur pour le fond et pas un dégradé ni un motif. Et on va cliquer ici sur ce rectangle en haut à droite pour aller ouvrir le sélecteur de couleurs et ensuite prendre la pipette et on va dire qu'on veut cette couleur ici de l'herbe qu'on a corrigée tout à l'heure. Valider et ensuite vérifier en cliquant ici que vous n'avez pas de couleur pour le contour. Je ne veux pas de contour, donc cliquez ici. Bien, on va faire maintenant un cliquer-glisser pour poser ce rectangle et on obtient ce résultat. Vous avez le bandeau là qui vous cache un petit peu les pieds des joueurs et vous pourrez, avec l'espace qui vous reste ici, par exemple mettre le nom des équipes. Bien, alors là, si on zoome un peu, on voit que là c'est un petit peu raide hein, comme transition. J'aimerais que ce soit un peu flouté. Donc on a plusieurs possibilités. Je pourrais ajouter ici au niveau de mon rectangle que je viens de poser, je pourrais ajouter un masque de fusion et progressivement masquer cette zone ici pour faire une zone de transition. Ou alors vous allez voir un truc très intéressant dans Photoshop lorsque vous posez un rectangle vectoriel ou même n'importe quelle forme vectorielle dans votre document. En fait, comment fonctionne Photoshop? Il vous remplit cette forme vectorielle avec un fond, avec un calque de remplissage de type couleur unie. Donc ça veut dire que là, on a un masque vectoriel avec un calque de réglage. Donc si je vais dans le panneau propriété, je vais le chercher depuis le menu fenêtre propriété, je vais me percevoir que j'ai dans le panneau propriété une icône ici qui correspond donc à mon réglage de mon tracé. Okay, et si je clique à côté, je vais avoir les réglages pour le masque vectoriel. Donc, si je clique dessus, je vais retrouver, vous voyez, le tracé de la forme, et c'est le masque vectoriel. C'est le même type qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a découpé le ciel de notre stade. Donc ici, j'ai le curseur contour progressif. Si je le décale vers la droite, je vais créer, voilà, il faut que j'aille un peu loin, voilà, un contour flou tout autour. Bien, alors, le problème, c'est qu'évidemment, ça nous fait aussi apparaître des choses sur les côtés. Donc c'est pas bien grave, je vais prendre la commande de transformation manuelle, CTRL T sur PC ou commande T sur Mac et agrandir mon rectangle. Voilà. Donc ça c'est très flexible de faire ça. Et d'une, parce que si j'ai besoin de corriger cette zone de transition, j'ai plus qu'à retourner dans le panneau propriété et changer la zone de transition. Et si j'ai besoin de changer la couleur de ce bandeau, je double-clique dessus sur sa vignette et j'aurai à nouveau le sélecteur de couleurs, ce qui me permettra de changer la couleur. Donc très 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 flexible. Ici je vais cliquer sur annuler bien sûr pour revenir avec la couleur d'avant. Bien, alors les joueurs, si on dézoome un peu, on s'aperçoit qu'ils sont encore un petit peu trop mélangés dans l'image. J'aimerais bien qu'ils ressortent un peu plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais au niveau de mes joueurs, donc ils se trouvent dans le groupe joueurs, ouvrir ce groupe, sélectionner le calque joueur. Je vais lui ajouter à ce calque un effet en cliquant sur FX de lueur externe. Je clique sur lueur externe.
Ok, et voilà, là je vais pouvoir faire des effets intéressants juste au niveau de ce calque. Je vais choisir superposition, l'opacité est à 100%, et je vais ici mettre le bruit à 0, technique plus tamisé, grossi 0, la taille je l'ai mis à fond. Qualité, je reste avec le premier ici. Ok, étendu 50%, variation 0%. Après, au niveau de la couleur, vous pouvez cliquer sur le carré et choisir la couleur que vous voulez pour cet effet. Si je clique avec la pipette dans le rouge ici, je vais obtenir ça. Je trouvais que voilà, je peux booster le rouge. Si je clique là, je vais trouver cette couleur-là. Je trouve que c'est pas trop mal ça du coup, parce que cette couleur existe là dans cet écusson. Ok, ou alors dans l'alligator, ici il y en a une autre. Enfin voilà, je vous laisse trouver la couleur qui vous intéresse. Finalement, celle-ci, elle était pas si mal. Ouais, ok. Après, il faudra voir si, en cyan, magenta, jaune et noir, si cette couleur existe. Et on voit qu'ici, on a des petites alertes. Voilà, vous voyez là. Ici, la première alerte, si je clique dessus, Photoshop va me corriger ceci en disant, voilà, non, ça, c'est imprimable. La couleur que j'ai choisie précédemment ne l'était pas. Donc, ça serait peut-être plus judicieux de choisir celle-ci, car je sais qu'elle sera bien imprimable. Bon, je valide en cliquant sur OK. Bien. Alors maintenant, j'avais réglé tout à l'heure la luminosité des joueurs. J'aimerais peut-être corriger un petit peu la couleur et le contraste, un petit peu fade, tout ça. Donc je peux le faire après coup en ajoutant par-dessus un calque, par exemple, de type courbe, là aussi. Ok. Pensez à écrêter le réglage avec le calque joueur. Quoiqu'ici, maintenant que nous sommes dans un groupe, je vais vous montrer un truc qui est très intéressant. Donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus sur comment confiner les réglages. À partir du moment où vous êtes dans un groupe, vous pouvez mettre des réglages dont leur effet ne portera que sur les calques présents dans le groupe. Pour cela, il faut absolument que votre groupe ici ne soit pas en mode transfert, mais en mode normal. Par contre, je vais laisser le réglage de type niveau écrêté, car si je le désécrète, si j'annule l'écrêtage en faisant Alt-clic entre les deux calques, vous allez voir que ce réglage va aussi concerner la lueur externe. Et tac, voilà, ça va la rendre plus lumineuse. Et là, c'était pas forcément ce que j'avais envie. Donc je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais revenir sur mon réglage de type courbe ici, et je vais ajouter un petit effet comme ceci, pour augmenter un peu le contraste. Donc je fais une courbe en S comme tout à l'heure. Donc ça va ajouter du contraste. On peut voir avant, après. Et bien sûr, pensez que vous avez aussi l'opacité. À chaque fois, vous pourrez baisser l'opacité si vous trouvez que l'effet est trop fort. Donc attention, ce réglage-là va aussi agir sur la lueur externe. Donc si vous ne souhaitez pas que cela agisse sur la lueur externe, vous pourrez aussi écrêter le réglage. Voilà, ce qui va épargner la lueur externe. C'est à vous de voir, c'est surtout au niveau de l'impression. Après, on va voir si ça marche ou pas. Ok, donc maintenant qu'on a cet effet qui est sympa, on peut ajouter du texte. Je voudrais peut-être ici indiquer la date, le lieu. Donc je vais ajouter le texte peut-être par-dessus tout. Je vais aller chercher mon outil texte. Je vais choisir la police Open 100 en bold. Choisissez la police que vous voulez ici dans la barre des options. Vous aurez la liste des polices disponibles installées sur votre machine. Choisissez quelque chose d'un peu de bien lisible. La taille, je vais laisser sur 36, on verra après si j'ai besoin de changer. La couleur, je vais le laisser en noir pour l'instant. Et je vais taper, je ne sais pas, on va dire que ça va se passer un samedi, on va dire les samedi 21 mai. J'ai écrit tout en capital, enfin je vous laisse faire au niveau du texte. Vous pouvez sélectionner ici juste les deux chiffres et je voudrais les augmenter, peut-être les mettre en plus gros, que ça soit encore plus voyant. Je vais le mettre en 48, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ok, donc ça peut être comme ceci. Un truc qui pourrait être sympa, c'est si je mets le texte sous les joueurs, ça va me faire quoi? Donc sous le calque joueur, sous le groupe de calque joueurs, vous voyez que si je fais ça, je peux placer le texte en dessous. Bon, je ne sais pas si c'est judicieux, je ne suis pas sûr. En tout cas, vérifiez bien quand vous ajoutez du texte que vous n'êtes pas dans une zone de protection protégée. Ici, il ne faut pas que le i, par exemple, soit dans la zone ici. Bien, alors je vais le laisser en plein milieu, comme ça. Bien, alors je vais ajouter le nom des équipes. Je vais prendre ici l'outil texte et
cliquer ici pour avoir la couleur. Je l'avais déjà préparé. Je clique en fait dans la couleur du halo. Je pense que la couleur là, va bien aller. Je vais choisir cette fois-ci du semi-bold italique, donc toujours avec la police Open Sans. Si vous n'avez pas cette police, choisissez autre chose, bien sûr. Je vais essayer avec une taille de 24 points. Alors, on va dire que ce sont les alligators, ok, contre les chevaliers. Donc, je vais faire un calque par mot, ce sera peut-être plus flexible. Donc, je duplique mon calque, CTRL J, je le déplace avec l'outil de déplacement. J'appuie sur majuscule pour bien être aligné, enfin, être bien droit. Et eux, après avoir double-cliqué ici sur ma vignette de mon texte, je vais les appeler chevaliers. Ok. Et ensuite, essayez de placer le texte à peu près comme il faut. Vous pouvez vous aider des repères. Vous pouvez utiliser les alignements que vous avez là. Et on pourrait mettre peut-être un tiret au milieu. Donc je vais prendre à nouveau l'outil texte. Et je vais faire juste un petit moins, le tiret du 8 peut-être. Ok. Et ensuite le placer. Voilà, à peu près entre les deux, comme ceci. Je vais cacher les repères. Ça nous donne ça. On pourrait changer la taille des polices, tout ce que vous voulez. Mettre les choses organisées autrement, bien sûr. Vérifiez surtout que le texte n'est pas dans une zone de protection. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être indiquer le lieu. Donc au niveau ici de la date que j'avais placé tout en dessous, que je vais remonter bien sûr tout en haut. Je vais dupliquer ce texte, ce calque, je veux dire, je vais le déplacer, double-cliquer sur la vignette, et je vais mettre par exemple stade, le nom du stade, stade du Marais, j'en sais rien, et j'invente. Ok, et bien sûr changer la taille de ça, donc CTRL-T, faites attention de faire une transformation qui respecte le rapport largeur sur hauteur pour ne pas déformer la police. Et le mettre peut-être ici. Enfin, essayez d'être à peu près aligné quand même. Ok, bien. Alors, on va dire que c'est à peu près terminé. Donc, si vous avez des modifications de couleurs à faire au niveau des joueurs, vous pourrez, par exemple, ajouter toujours dans le groupe ici un calque de réglage. Par exemple, vous avez des choses intéressantes pour changer la couleur, c'est balance des couleurs. Ok, là vous pourrez changer la couleur des tons moyens, des tons foncés, des tons clairs avec les 3 curseurs ici, c'est très facile à comprendre. Et si vous avez donc bien placé votre réglage dans le groupe joueur qui est en mode normal, vous n'agirez que sur le calque joueur qui se trouve dans le fond du groupe. Voilà, à trouver la couleur que vous souhaitez. Donc avec les tons moyens, les tons clairs, ok, et les tons foncés. Bien. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est totalement flexible, c'est totalement modifiable à volonté, c'est-à-dire qu'on n'a que des calques de réglage, tout est paramétrable à souhait, on peut tout changer. Par exemple, ici, si je trouve que la lueur externe est un peu forte, je double-clique sur le mot lueur externe et je peux modifier la taille pour la rendre moins violente. Très bien, alors on va dire maintenant que notre document est terminé et qu'on aimerait le préparer pour l'impression. Donc on va dire que ce document doit être imprimé en cyan, magenta, jaune et noir et on va dire aussi que l'imprimeur nous a conseillé d'utiliser comme profil cyan, magenta, jaune et noir le Faux-Gras 39. Donc le Faux-Gras 39 c'est un profil qui est assez standard. Et avant de convertir ce document, je vous conseille déjà de l'enregistrer. Donc vous l'enregistrez au format Photoshop PSD, ce qui vous permettra de garder tous les calques et de revenir sur les réglages si vous avez besoin. Et vous pourrez ensuite faire peut-être une autre version en cyan, magenta, jaune et noir. Alors pourquoi je ne fais pas tout mon travail en cyan, magenta, jaune et noir? C'est parce que, admettons que ce document-là, j'ai besoin de le mettre sur Internet. Il faut savoir que le cyan, magenta, jaune et noir va nous dénaturer un petit peu les couleurs. Il y a des couleurs qui n'existent pas en cyan, magenta, jaune et noir. Et il y a beaucoup plus de couleurs qui existent dans RVB qu'en cyan, magenta, jaune et noir. Donc, on fait toujours la conversion à la fin. Ce qui nous permet de multiplier les supports de nos affiches par exemple. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà regarder ce que ça donne à l'écran avant de faire la conversion. On va déjà voir si les couleurs passent. Donc pour cela je vais aller dans le menu affichage et on va faire de l'épreuvage écran. Donc vous allez dans format d'épreuve et on va choisir dans personnaliser ici. On va aller choisir dans la liste périphérique de simulation le Faux-Gras 39. Donc tout à la fin vous avez les profils cyan, magenta, jaune et noir.
Et le faux gras 39 se trouve ici. Donc j'ai choisi celui-ci comme ça pour l'exemple, hein, mais ça pourrait être par exemple tout à fait un autre. Hein, par exemple le isoquotide V2 à 300%, c'est aussi très fréquemment utilisé. Donc ça dépendra de votre imprimeur. Donc ici on reprend faux gras 39. Je clique, je laisse tout, je laisse le reste par défaut. Je clique sur OK et je vais regarder au niveau de l'affichage. Voilà, vous regardez que couleur d'épreuve est coché. Vous pouvez aussi le décocher ou le cocher avec le raccourci CTRL-Y sur PC ou commande Y sur Mac, ce qui nous permet, donc là j'ai été coché, donc CTRL-Y sur PC, tac, vous voyez que maintenant dans votre onglet ici c'est écrit Coatide faux gras 39, c'est-à-dire que là à l'écran vous avez le résultat de votre document avant sa conversion. Donc ça vous donnera un bon aperçu du changement des couleurs s'il y en a eu. Donc si je fais plusieurs fois CTRL-Y, on voit avant-après, vous voyez, c'est plutôt au niveau du ballon ici. Le vert, ce vert-là n'existe pas lorsqu'on est en cyan, magenta, jaune et noir. Bon, donc voilà, c'est juste ça qui va changer dans cette image, c'est pas bien méchant. Il y a une chose dont je vous ai pas parlé, c'est peut-être la netteté. On pourrait peut-être ajouter un peu de netteté sur nos joueurs. Alors, bon, je peux me mettre ici au niveau du calque joueur, aller chercher dans le menu filtre, un filtre de renforcement. On peut utiliser accentuation, c'est le plus facile à comprendre. Ok, et là vous allez baisser le rayon, vous allez peut-être mettre un rayon autour de 1 ou 2 pixels, mettez-vous à 100% de zoom, voilà, et vous pourrez booster le gain. Ici je vous conseille d'aller quand même assez loin, car lorsqu'on imprime, il faut toujours augmenter la netteté assez fortement, donc je vais mettre le gain à 400. Donc là je ne vais pas m'attarder hein, sur l'accentuation, car ici là, ce que j'ai fait c'est vraiment une accentuation très basique, ce qui nous permettra donc d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus net. Vous voyez avant, après, je ne sais pas si c'est visible là, mais avant, après, voilà, on a quand même quelque chose d'un peu plus net. Bon, les techniques d'accentuation, il y en existe plein. Et là, celle que je viens de vous montrer, c'est vraiment la plus basique de chez basique. L'avantage, c'est que comme on l'a appliqué sur un calque dynamique, on va le retrouver ici dans la liste des filtres dynamiques de ce calque. Bien, alors maintenant, on va devoir générer un PDF pour ce document. Vous allez aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous, et vous allez choisir le PDF qui se trouve dans la liste, ici. Donner un nom, bien sûr. On va laisser un calque coché, on va laisser le profil ICC pour l'instant, qui est d'origine ici hein, en sRGB, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais cliquer sur Enregistrer, et je vais aller choisir un paramètre prédéfini. Alors, si votre imprimeur vous a conseillé un paramètre prédéfini, choisissez-le. Hein, ça pourrait très bien être par exemple le PDF X3 2002. Ok, ça c'est très fréquent qu'on vous conseille un paramètre PDF. Donc, par exemple, si je choisis celui-ci, on va dire que c'est celui-ci que l'imprimeur m'a demandé. Je vais ensuite vérifier la compression, vérifier que tout ce qui est au-dessus de 450 pixels sera ramené à 300 pixels par pouce, hein, donc c'est pas la peine d'avoir plus de 300 pixels par pouce. Au niveau de la compression, je vous le conseille de laisser sur JPEG maximum et pas minimum. Vous allez ensuite sur sortie et là, au niveau de la conversion de la couleur, vous allez choisir convertir vers la destination puisque nous n'avions pas pour l'instant converti notre document en cyan, magenta, jaune et noir. Et on va aller choisir le faux gras 39, c'est celui dans notre simulation qu'on nous avait conseillé. Donc je vais aller chercher ici, faux gras 39, ok. Et ici, vous pouvez laisser comme ça par défaut. Ensuite, protection, on ne va pas faire de protection. Résumé, ben, c'est le résumé de ce qu'on a fait. Vous pouvez ensuite cliquer sur enregistrer le fichier PDF et Photoshop va vous générer le fichier pour vous. Voilà, donc voici le PDF que vous allez pouvoir envoyer chez votre imprimeur. Bien, alors, il se peut que vous ayez envie aussi d'utiliser ce flyer dans un email ou dans un site web. Donc pour cela, comme nous n'avons pas fait de conversion, donc c'est très bien, on va pouvoir l'exporter. Donc vous faites fichier exportation, exporter sous, et dans ce cas, vous allez choisir un format pour le web, donc ce sera soit du PNG, soit du JPEG. On va choisir ici JPEG, vérifier la taille par contre, parce que ici c'est beaucoup trop gros pour le web. On va dire qu'on va choisir une largeur de 600 pixels, par exemple. Ça passerait très bien. Puisque ce document est déjà en sRGB, c'est indiqué ici, donc c'est pas la peine de le reconvertir en sRGB, on va le laisser comme cela. Vous pouvez incorporer ou non le profil.
Vous pouvez le cocher si vous le voulez, mais ça c'est pas bien grave, puisqu'il est en sRGB, on le sait. C'est très important que ce soit en sRGB pour Internet. Si votre document n'était pas en sRGB, je vous conseille vivement de le convertir en sRGB lorsque vous allez exporter de cette manière-là. Donc je vais cliquer sur tout exporter et bien sûr lui donner un nom, donc ce sera ici Flyer JPEG. Et maintenant vous allez retrouver dans votre disque dur les 3 versions, c'est-à-dire la version Photoshop avec tous les calques. Vous allez retrouver le PDF pour l'impression et le JPEG qui lui sera beaucoup plus petit. Vous voyez, je l'ouvre ici, si je les mets côte à côte avec une réorganisation de mon espace de travail. Donc à gauche j'ai le JPEG que j'ai fait pour Internet et à droite j'ai mon PDF de base. Vous voyez, si je zoome à 100%, celui de gauche est à 100%, donc c'est pour Internet et tout petit. Et celui-ci, c'est pour l'impression. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.